J'ai voulu essayer de remettre ici en quelques slides comment c'est organisé pour réussir. On peut considérer après voilà, ces périodes de montée en puissance, les éléments qui nous permettent de réussir cette intégration. Parce que comme tu l'évoquais, c'est pas évidemment pas qu'une question technologique. Et je pense qu'il y a aussi des éléments qui peuvent être utiles à d'autres solutions que simplement une intégration entre Eloqua et Salesforce. Donc voilà, donc je vais vous présenter là, ces 4 grands points. Qu'est-ce qui nous a guidés pour préparer cette intégration? Ce que ça a engendré dans cette nouvelle gestion des leads et des contacts, et aussi des consentements. Je pense que c'est une question qu'on a tous maintenant à nos agendas d'un point de vue marketing. Et puis quelques éléments autour de la gestion des campagnes. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez entre-temps, elles sont plus que jamais bienvenues. Le premier point que ça a posé, ce que je mettais en préambule, c'est que c'est pas qu'une question d'intégration technologique. Ça nécessite une maîtrise technologique. On a la chance d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui a une très très bonne maîtrise technologique dans mon équipe, mais c'est pas que ça. Et c'est avant tout le fait d'avoir, en tous les cas, d'avoir organisé une même vision entre sales et marketing. Et ça, on le dit toujours, mais c'est jamais quelque chose qui est aussi simple. Et ce que ça a posé, c'est qu'on s'accorde bien, nous, sur l'ambition que l'on avait commune sur cette vision de l'alignement sales et marketing. Donc une même vision du client, une même ambition de ce que l'on voulait pouvoir faire avec ce type de connexion. Et dans notre contexte, c'est un contexte un petit peu particulier, je crois que chez ALD, entre autres, tu es à peu près dans le même contexte, c'est le fait que, historiquement, la plateforme Marketing Eloqua est une plateforme qui est retenue, nous, au niveau du global. Et on a, depuis maintenant bientôt 3 ans, on a récupéré la France, le management global de la plateforme Eloqua. Donc, on pilote l'utilisation de la plateforme Eloqua pour l'ensemble des territoires qui utilisent Eloqua. Donc, on a tous les pays de l'Europe de l'Est, on a la Norvège et on a une partie des US et une partie et la France. Et maintenant, on va avoir dans quelques semaines le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Donc, on a un certain nombre de territoires qui utilisent Eloqua. Et on a à côté un Salesforce, qui est aussi un Salesforce global, donc piloté par une instance au niveau du global PwC. Et donc, on partage ce socle technologique, mais ce n'est pas toujours simple en termes de gouvernance, de process, de complètement s'aligner, parce qu'on ne peut pas faire des choses d'un côté sans que c'est évidemment des implications côté Salesforce, et on n'a pas la main sur les évolutions ou les caractéristiques qu'on peut faire évoluer d'un point de vue le Salesforce, parce qu'il faut une gouvernance globale. Donc, c'est d'abord des process qu'il a fallu mettre en place, évidemment d'avoir les bonnes équipes, et puis de s'accorder bien sur l'usage des plateformes, et tout ça à coordonner aussi d'un point de vue multi-pays. Donc, c'est vraiment cette transformation qui était importante à bien poser. Je pense qu'elle elle paraît naturelle, mais vraiment, le premier conseil, c'est vraiment de prendre le temps pour bien s'accorder dessus, parce que c'est quand même vite très stratégique. Le deuxième point, étant donné qu'on est multi-pays, ça a été de se poser la question quand on a commencé à faire cette intégration, même si on l'a d'abord raisonné principalement pour la France, ça a été de se réfléchir quel était le niveau de maturité des différents pays d'un point de vue des practices marketing et BD, pour essayer de mieux comprendre quels usages et quel périmètre d'usage il pouvait y avoir au niveau de l'utilisation du connecteur entre Salesforce et Eloqua. Et par exemple, on peut avoir des pays qui peuvent utiliser aujourd'hui Eloqua, mais qui n'ont pas Salesforce, qui n'utilisent pas encore Salesforce, parce qu'encore une fois, c'est une gouvernance où chaque pays décide d'utiliser ou pas telle ou telle solution technologique. Donc, on a aussi arbitré ou accompagné différemment, évidemment, en fonction des différents niveaux de maturité de chaque territoire. Et aujourd'hui, je suis content, il y a Hervé Pierre qui a pu se connecter. Aujourd'hui, on peut considérer en tous les cas la France qu'on est à minima au milieu de la route. On est entre organisé et transformé.
où aujourd'hui, voilà, l'accélération et la prise en compte de ce connecteur nous permet vraiment d'accélérer cette transformation et d'accompagner ce développement. Mais c'est important de faire ce diagnostic pour ne pas se tromper de solution, à la fois de niveau d'utilisation de la solution d'un point de vue technologique et puis de ce qu'on peut en attendre. Ensuite, un des éléments, ça a été de définir évidemment le scope d'usage qu'on allait avoir de ce connecteur. Et on l'a défini, nous, sur 3 piliers forts. Évidemment, la gestion des campagnes, la gestion du lead scoring, c'était un des éléments fondateurs. Et évidemment, un des éléments qui était aussi extrêmement attendu, c'était de pouvoir améliorer la mesure de la performance de nos actions. Ces 3 éléments qui ont guidé, nous, l'usage principal de cette technologie. Et enfin, évidemment, ça a imposé de renforcer notre gouvernance avec les autres pays, mais ici, gouvernance interne avec le travail qu'on effectue aujourd'hui avec les équipes sales. Et donc, on utilise, d'un point de vue purement technologique, je pense que Camille reviendra dessus, particulièrement 2 modules, les 2 modules de l'intégration qui sont Salesforce Campaign et la partie Salesforce Intégration qui va gérer toute la connexion entre les activités et puis les contacts et les leads. Mais on utilise bien ces 2 éléments de la technologie d'intégration. Premier chantier qu'on a ouvert, une fois qu'on a défini ça, ça a été vraiment de définir une nouvelle gestion des leads et des contacts. Alors, sans rentrer dans la mécanique interne de PwC, mais on avait avant Dynamics pour la France. Donc, on a fait le passage de Microsoft Dynamics vers Salesforce et on avait déjà Eloqua, et avec un système d'intégration assez rudimentaire qu'on avait mis en place. Mais le premier élément qui a été distinctif, ça a été de bien s'accorder sur quel mode de gestion on avait des leads et des contacts. Étant donné qu'il y a un distinguo très fort dans Salesforce de ce qui est possible de faire sur un lead et ce qui est possible de faire sur un contact. Et donc, on a écrit des business rules avec les équipes business sur quel est le mode de gestion des leads, quel est le mode de gestion des contacts, qui est responsable de quoi et comment, et d'autant plus de ces leads qui sont acquis dans des processus digitaux qui sont associés à ces campagnes marketing. À côté de ça, on a défini des règles de lead scoring qui vont nous permettre de mettre en place des mécaniques automatiques de remontée de ces leads dans Salesforce. Mais il faut, encore une fois, avoir bien défini ces règles avec les équipes business pour que ça fonctionne correctement. Enfin, on a paramétré le connecteur, et c'est Ijuzu dans mon équipe qui a particulièrement travaillé sur ce paramétrage, sur cette configuration, et des règles de fonctionnement qui vont avec. Et puis, on a défini des programmes ad hoc qui sont propres à nos processus métiers, de manière à pouvoir faire remonter des leads dans Salesforce, soit de manière automatisée par rapport à des règles de lead scoring, soit par rapport à des campagnes dédiées, ou soit par rapport à d'autres dispositifs qu'on pourra avoir besoin à notre main. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir une assez bonne maîtrise de ces éléments-là pour pouvoir s'adapter au contexte d'usage qu'on peut avoir et d'être quelque chose qui reste souple en termes d'usage. Et enfin, un des éléments qui a été un élément de transformation important, mais qui est plus côté Salesforce finalement, mais qui est important pour nous, c'était la mise en place d'un Sales Hub, c'est-à-dire une équipe qui est dédiée à la qualification des leads côté Salesforce, de manière à ce qu'on s'assure que les informations que l'on fait remonter dans Salesforce soient bien qualifiées, soient bien remis dans le périmètre de données qui soit le plus propre possible pour améliorer la capacité des équipes business à s'emparer de ces leads qu'on vient d'acquérir. Donc c'est ça les grands éléments qui ont entraîné cette modification de gestion, mais avec des éléments structurants, un contact qui sont gérés par les équipes business qui sont créées directement dans Salesforce, qui redescendent dans Eloqua, donc qui sont identifiés comme contacts dans Eloqua. Et puis de l'autre côté, des leads qui peuvent être créés par les équipes business directement depuis Salesforce, mais qui ont un statut différent. On n'a pas le même niveau d'information sur un lead que sur un contact. Et puis des leads, c'est-à-dire que quand on connecte, nous, aujourd'hui, notre site web, nos formulaires, nos campagnes digitales avec Eloqua, on récupère des leads, donc qui sont vus côté Eloqua comme des contacts. C'est toujours ça qui est important à repréciser. Eloqua ne connaît qu'une instance de contact, mais qui remonte dans Salesforce, non pas en tant que contact, mais qui remonte en tant que lead. Et il faut bien décrire un processus métier qui va permettre de qualifier ces leads d'un point de vue de Salesforce pour que les équipes business se les emparent.
Et donc, on a écrit différents programmes et différents éléments de paramétrage qui sont propres, encore une fois, je reprécise, à chaque territoire. Et donc, on a écrit des business rules. Alors, je vous en ai mis quelques copies d'écran de manière assez, juste un petit peu pour illustrer. Mais qu'est-ce qu'un contact? Qu'est-ce qu'un lead? Où est-ce que l'on va aller, nous, équipe marketing, jusqu'où on va aller dans la qualification d'un lead et à quel moment on passe la main aux équipes business développement chez nous pour qu'elles puissent engager plus loin le relationnel client derrière. Donc, on a décrit tous ces process et on les déploie au sein des différentes entités de PwC. On a défini également des règles de lead scoring qui sont liées par rapport à des critères que je disais, quels sont les critères d'engagement que l'on voulait mettre en place. Et donc, on a défini un certain nombre de critères qui sont liés aux des critères. Encore une fois, un des éléments forts de lead scoring dans Eloqua, c'est le double lead scoring, à la fois qui est lié au profil et lié aussi au comportement. Et donc, nous permet comme ça d'être assuré qu'on travaille bien sur nos clients qui sont prioritaires en termes de stratégie de développement business et qu'un niveau d'engagement suffisant. Et c'est ce lead scoring qui est calculé automatiquement qui va déclencher le fait que le lead va remonter dans Salesforce, qu'il va être transmis à nos équipes du Sales Hub et mis à disposition des équipes business développement. Donc, c'est ce processus qu'on a décrit avec des mécaniques qui sont automatisées. Et c'est vrai que c'est là où on obtient vraiment du gain en termes d'efficacité opérationnelle. Donc, c'est toujours voilà, des éléments qu'on documente, que l'on programme, que l'on partage, encore une fois qu'on partage avec les autres pays. Par exemple, juste pour illustrer, l'Europe de l'Est est passée sur ce dispositif-là. Quand on parle de l'Europe de l'Est chez PwC, c'est 27 territoires différents. Donc, c'est quand même des règles de gestion qui sont quand même parfois assez complexes. En tout cas, pour s'assurer qu'on ait créé un minimum un socle uniforme pour tous et qu'on s'assure qu'il y ait une bonne prise en compte par tous de ces nouvelles règles de fonctionnement. Et on a intégré aussi, c'est un des éléments que je vais présenter juste derrière, évidemment, c'est cette nouvelle mode de gestion des consentements. Et on a sur chaque territoire des modes de gestion de consentement qui peuvent être différents. C'est quoi cette grande transformation qui nous a permis aussi la mise en place de ce connecteur entre Salesforce et Eloqua? C'est beaucoup plus de transparence et une relation client enrichie en termes de préférence. Un des écueils qu'on pouvait avoir auparavant, c'est que la gestion du consentement était quelque chose qui d'abord été perçu quand c'est arrivé RGPD comme un frein. Ensuite, on a essayé de le faire comprendre comme étant un atout, de pouvoir mieux comprendre ce que le client souhaitait recevoir et lui laisser la main libre sur cette gestion. Mais il faut qu'on s'assure qu'évidemment, l'ensemble de nos dispositifs opérationnels et technologiques communiquent suffisamment bien ensemble pour que lorsqu'un contact refuse de recevoir des informations, évidemment, ce soit bien pris en compte, mais qu'un business développeur ou quelqu'un qui est en relation avec ce client ne soit pas étonné si le client ne reçoit pas la dernière publication de PwC, n'est pas invité à un dernier événement, et qu'il comprenne bien que c'est un choix du client de ne pas le recevoir et donc on le prend en compte et que ce ne soit pas quelque chose qui soit déceptif. Et donc, la mise en place de la gestion des consentements dans Eloqua avec des dispositifs de gestion d'opt-in simple ou de double opt-in en fonction des territoires, la création d'un espace de préférence qui permet au contact de choisir les publications, les typologies de documents qu'il souhaite recevoir, de communication qu'il souhaite recevoir, et enfin une gestion globalisée du désabonnement qui est valable pour l'ensemble des territoires PwC, a permis d'avoir une meilleure transparence et c'est une information qui remonte ou en tout cas qui est accessible aussi depuis Salesforce et donc qui donne de la visibilité pour les équipes business sur le relationnel client que l'on a avec nos contacts. Et ça, c'est une mécanique qu'il ne faut pas minorer et c'est vrai que clairement, encore une fois, là, disposer d'un connecteur natif comme celui qui est mis à disposition fait gagner pas mal de temps. Et enfin, le dernier point que l'on a derrière tout ça, c'est comme évidemment des notions de bénéfices de la mise en place de ce connecteur. D'abord, des bénéfices, d'une manière générale, c'est ce meilleur dialogue avec les sales et le marketing. Au service de la relation client et de la performance business. Et ça se traduit particulièrement pour les équipes sales par une meilleure visibilité de ce qui se passe d'un point de vue marketing et donc de mieux comprendre comment est engagé un contact ou un lead dans une action marketing et donc de déclencher des actions vis-à-vis de lui au meilleur moment.
Enfin, de mieux comprendre les opportunités business parce qu'ils ont une meilleure vision directement intégrée dans Salesforce du comportement de leurs clients et de savoir quels sont les sujets qui sont les plus chauds pour lui et son degré de maturité sur telle ou telle thématique. Et évidemment, pour nous, c'est un enjeu extrêmement fort parce que c'est souvent, là dans la communauté, on le sait que c'est toujours compliqué de faire parfois bien connaître l'impact de nos actions directement sur le business. C'est un vrai levier d'accélération sur ces questions-là. Et puis maintenant, on a pu intégrer directement des éléments de ROI en mesure dynamique dans Salesforce sur la performance de nos actions. C'est-à-dire qu'on dispose d'un outil commun, Eloqua n'étant pas un outil commun, parce que Eloqua est réservé aux équipes marketing, mais on dispose avec Salesforce d'un outil commun marketing et sales, dans lequel on a des éléments de ROI. Donc, on peut partager une même base d'informations sur la performance de nos actions. Et donc, aujourd'hui, on a un module dans notre Salesforce qui est le module ex-Einstein, maintenant Tableau CRM dans Salesforce, et qui nous permet automatiquement de produire ce type de rapport qui leur permet de voir la performance sur nos événements par typologie de clients, par industrie, par périmètre, quels sont les clients les plus engagés et aussi les montants d'opportunités qu'on a générés sur ces clients-là qui sont engagés dans nos opérations marketing. Donc voilà les grands bénéfices et les grands éléments qui ont structuré notre démarche autour de ce connecteur. Je vous laisse réagir si vous voulez qu'on creuse plus certains points, si vous avez des questions plus particulières, aussi bien techniques qu'organisationnelles. Super, merci. Merci Jean-Paul, c'était super intéressant. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais laisser la politesse aux personnes qui en ont, mais j'en ai plein. C'est bon, je peux démarrer. Alors, il faut souvent un icebreaker, vas-y. Allez, je vais faire office de icebreaker. Tu as parlé d'un diagnostic en début de présentation. Est-ce que c'est quelque chose que PwC a fait avec Oracle? Est-ce que vous avez votre propre méthode de diagnostic? Voilà, comment s'est passée la phase diagnostic pour évaluer la maturité des pays? Alors, on l'a fait, on avait eu un premier diagnostic qui avait été fait sur la maturité d'utilisation, qui était un diagnostic PwC sur la maturité d'utilisation d'Eloqua. D'accord. Donc, dans le cadre des… Quelle méthode vous avez utilisée? Simplement, je ne sais pas, vous avez envoyé une enquête ou… Exactement, c'est un système de questionnaire avec quels sont les périmètres d'usage, comment ils sont utilisés, comment ils sont organisés, quelle typologie de campagne ils font, voilà. Donc, qui est un questionnaire qui a permis de savoir à peu près dans quel est le niveau de maturité d'utilisation de la plateforme Eloqua par territoire. Et dans le cadre des migrations qu'il y a eu dans Salesforce, il y avait aussi, dans ce même, dans le côté Salesforce, aussi une analyse. Est-ce que c'est des gens qui utilisent, chaque territoire a utilisé déjà un CRM? Parce qu'il y a des gens qui sont montés dans Salesforce, la migration vers Salesforce, c'est quelque chose de très récent chez nous. Autrement, chaque territoire avait un CRM différent. Et donc là, dans cette phase d'unification des CRM, il y avait des pays qui avaient soit déjà des CRM, donc ils avaient déjà une meilleure pratique, et puis d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et donc là, il y avait beaucoup plus de travail à l'écriture des business rules. Donc il y a eu voilà, ce travail conjoint, et après on a commencé à ramener ces éléments de rapprochement de maturité. D'accord, bon, parfait, c'est intéressant. Donc, vous n'avez pas du tout été aidé par Oracle? Non, pas sur cette question-là. On a été aidé sur une question côté Oracle, justement là, parce qu'on vient de signer, je peux l'annoncer, l'achat du module d'intelligence artificielle. Et donc là, on a été accompagné justement pour voir quelles étaient les solutions et sous forme d'un diagnostic qui pourraient nous faire avancer par rapport aux nouveaux enjeux que l'on avait. Donc là, c'était plus sur des évolutions technologiques qu'on a à venir dans les prochains mois. Parfait. Moi, je pensais surtout à une… après, ça dépend du contrat que vous avez avec Oracle, mais à ce que Oracle appelle le MMA, Marketing Maturity Assessment, et qui est super bien fait. Donc, je voulais savoir si c'est par ce biais-là ou pas. Mais voilà. Très bien. Bon, bah, j'y vais pour ma deuxième question, s'il n'y en a pas d'autres. Je voulais savoir quelle était l'adoption de cette intégration. Je m'explique. Moi, j'ai des pays, donc ce n'est pas pour la France, Alain, hein, qui, on leur met en place une belle intégration et puis ils continuent à faire des uploads manuels.
Donc, je voulais savoir si vous aviez mesuré cette adoption de l'utilisation de l'intégration. Alors, on commence à la mesurer. Alors, pour la France, c'était simple parce qu'on a interdit tout upload, D'accord. sauf vraiment méthode dérogatoire, mais vraiment extrêmement forte. Et l'avantage, voilà, donc aujourd'hui, on n'a plus du tout d'upload pour la France. Sur les autres territoires, on a limité énormément aussi les uploads, je pense aux pays de l'Est, entre autres, vraiment par rapport à la gestion des consentements. D'accord. Alors tout particulièrement où ils sont pour beaucoup de ces territoires justement avec des règles RGPD parfois plus strictes de double opt-in. Et donc quand on upload un fichier, ça déclenche évidemment tout un processus de demande d'autorisation de consentement automatique vers les contacts. Et donc tant qu'on n'a pas les retours des contacts, les contacts ne sont pas utilisables. Donc tout upload, de toute façon, tout nouveau contact automatiquement est notifié, il reçoit un email en lui disant qu'il est rentré dans nos systèmes. Et donc, si on télécharge des fichiers de manière un petit peu violente, on va dire, c'est un message générique. Et donc, on s'expose quand même à des retours d'expérience client en disant « Mais attendez, comment vous avez collecté nos informations, d'où elles sortent, dans quel cadre ?» Donc, ça a vraiment bien éduqué les utilisateurs le fait de mettre ce dispositif automatisé. D'accord. Bon, donc globalement, ça convient à peu près, ça Oui, convient pas mal aux utilisateurs. tout à fait. Bon, c'est parfait. Ma troisième question concerne le Sales Hub. Je voulais savoir si c'était un choix parce que j'ai compris qu'il était centralisé, ce Sales Hub, hein? Alors, il traite aujourd'hui que la France. Ah d'accord, OK. Bon, donc du coup, ma question ne vaut plus rien parce que je voulais savoir si c'est un choix de centraliser ou pas parce que, on sait tous qu'il y a des spécificités, locales au lead Tout et à donc fait. savoir Non, comment l'idée, là, il ne traite que la France, c'est une D'accord. recoupe pour les pays en leur disant équipez-vous justement de quelqu'un ou d'une équipe qui va être dédiée à ça, mais propre à chaque territoire, clairement. On a fait une micro-tentative de mutualiser, mais il y a trop de spécificités, c'est trop complexe. Ouais. Et ça a peu d'intérêt en termes de réactivité pour s'adapter au marché, aux campagnes en cours. Ça demande une compréhension de trop d'éléments propres à chaque territoire. Donc, non, c'est propre à chaque territoire. Bon, OK. Très bien. Ma question suivante, oui, ça concernait la gestion des leads. J'ai pas trop compris si finalement quand je dis centralisé, c'est où est-ce qu'on nurture, où est-ce qu'on s'occupe d'eux. Donc le lead, il est plutôt centralisé dans Salesforce ou dans Eloqua? Principalement dans les Loquois, Ouais, donc avec des phases de nurturing, on monte des campagnes de nurturing sur nos leads, ouais, jusqu'à ce qu'ils atteignent évidemment ce scoring qu'on a défini pour qu'ils basculent automatiquement côté Salesforce. d'accord, OK. Donc ça, c'est notre règle, notre principe général. On acquiert un lead dans une campagne quelconque. Ouais. Il reste dans Eloqua tant qu'il n'est pas suffisamment qualifié, suffisamment engagé au regard des critères qu'on a mis en termes de priorisation business. D'accord, et le lead qui est créé dans Salesforce, pour pouvoir être nurturé, il est, Là, il descend il automatiquement et il descend. descend systématiquement par contre. D'accord, bon, Ouais. c'est parfait. Très bien, très bien. Ensuite, j'avais une question sur le ROI, mais je pense que tu en as parlé en fin de présentation. C'était tout. Si j'avais une question sur la Customer Journey, tu n'en as pas parlé, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous avez modélisé la journée de votre lead dans Eloqua? Oui, tout à fait. Ouais, Ouais, ok. on a fait une modélisation alors qu'aujourd'hui qui demanderait à justement venir au regard maintenant de notre expérience un petit peu se conforter Ouais, dans son exécution et dans les moments forts. Par exemple, qu'on s'est rendu compte, dans notre process, peut-être juste revenir un tout petit peu en phase un tout petit peu amont, qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est par exemple Salesforce qui a la main sur la structuration de nos campagnes. C'est-à-dire que c'est dans ouais. Salesforce qu'on crée la campagne marketing et qui redescend structurellement après dans Eloqua. Et c'est sur cet objet-là qu'on structure nos opérations après.
C'est un élément important parce que dans les éléments de synchronisation, les données qu'on partage, c'est Salesforce qui prend la main. Donc c'est un élément quand même qui est assez important. Et aussi dans la configuration du connecteur, c'est important pour justement bien définir ces règles-là et de savoir quels sont les champs que l'on récupère en termes de données, quels sont, quand on rajoute un contact et dans cette fameuse journée, on vient rajouter des contacts dans une campagne Salesforce, à quel moment on peut les intégrer dans cette fameuse journée pour qu'ils redescendent ou qu'ils ne redescendent pas dans la campagne Eloqua correspondante. Campagne classique, on a une campagne pour un événement. Arrivé à un moment, on ne peut plus rajouter de lead ou de contact depuis Salesforce dans cette campagne pour qu'ils redescendent dans Eloqua. Donc, il a fallu écrire cette journée de nurturing sur un post-event, sur un thought leadership pour que, à certains moments, on définit des règles. Même si un utilisateur rajoute des contacts ou des leads à des moments dans une campagne Salesforce, ils ne vont pas redescendre dans notre campagne Eloqua parce que autrement on perturbe trop le déroulé de notre journée. Donc ça a été aussi des règles à poser en fonction des typologies. Par contre, sur une newsletter, évidemment, par exemple, on a écrit une journée sur une newsletter. Évidemment, là, on n'a plus de toutes ces problématiques-là. Mais suivant les dispositifs et la nature de campagne qu'on construit, on a construit comme ça voilà, des journées un peu dédiées pour faire avancer nos contacts. D'accord. C'est clair. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à d'autres personnes si vous aviez des questions. Bon, alors une dernière question alors. Du coup, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un meilleur dialogue sales marketing, c'est l'éternel débat. Est-ce que vous avez constaté un avant-après? Clairement. Non, honnêtement, hein, ça paraît presque une évidence quand on le dit maintenant, mais ça a été un accélérateur extrêmement fort de ce dialogue sales et marketing. Probablement, encore une fois, premier élément, clairement, c'est la transparence. Ça paraît simple, suivant comment chacun fonctionne, ça peut être plus ou moins simple, mais ça impose de la transparence, c'est-à-dire que, encore une fois, nous, on a pris le parti pris, c'est de dire l'élément fondateur, c'est la campagne dans Salesforce. C'est-à-dire qu'on ne crée pas, sauf quelques exceptions, mais tous les champs, toutes les organisations structurantes de nos opérations marketing, on crée une campagne dans Salesforce, d'accord, qui ensuite est créée dans Eloqua, automatiquement. Donc, ce qui veut dire que les éléments qui vont décider de la date de démarrage, de qui pilote, comment sont engagés les contacts ou les leads dans cette campagne, tout ça est piloté et visible sur le scope qui est commun entre Eloqua et Salesforce, est visible tout de suite dans Salesforce. Et à partir de là, évidemment, c'est un outil, c'est l'outil de référence pour nos équipes sales. Et donc forcément, nous aussi, équipe marketing, il faut le reconnaître pour nous, ça nous a imposé de donner beaucoup plus de transparence sur où en était la campagne, comment elle avançait, ce qui fonctionnait bien, ce qui ne fonctionnait pas. Mais aussi, ça a donné plus d'exigences auprès des équipes business, c'est de dire que quand on a une campagne et qu'on a des leads qui sont acquis engagés, à monter des actions dessus. Aujourd'hui, on travaille là maintenant sur le fait de pouvoir automatiser un certain nombre de tasks qui vont se générer vers les équipes business dédiées à tel ou tel secteur d'industrie ou autre modèle d'organisation pour s'assurer que les leads que l'on a acquis au prix d'efforts marketing importants soient bien exploités et ne soient pas considérés comme des leads moins importants parce qu'on va d'abord travailler son relationnel client habituel. On connaît aussi les travers qu'on peut avoir dans chaque organisation. Et donc, on commence à pouvoir déployer ce type de mécanique. Et puis, comme je le montrais un petit peu rapidement, on va partager des éléments de ROI. Et là, les équipes voient réellement autour d'un contact, et oui, il est venu à tel événement, il a téléchargé tel thought leadership, et aujourd'hui, on a tant de centaines de cas ou millions d'euros d'opportunités en lien avec ce contact. Et donc là, évidemment, pour nous, c'est un élément de valeur ajoutée extrêmement fort. Donc oui, c'est un vrai accélérateur. Ouais, c'est vrai que c'est un gros avantage là-dessus. Et j'ai pas d'autres questions. Oui, moi j'ai une question. Attendez, je vais mettre ma caméra. Voilà. Alors j'ai une question parce que j'aimerais bien comprendre à partir du moment où le lead est qualifié,
Donc, j'ai compris que vous aviez une équipe d'agents. Enfin, c'est comme ça que... Alors, c'est une personne. Hein. J'aime l'appeler une équipe, mais c'est une personne. D'accord. Alors, donc, cette personne, à partir du moment où elle détecte un projet, on est d'accord qu'elle elle crée l'opportunité dans Salesforce et elle la signe au sales. Ce n'est pas elle qui va jusqu'au bout du projet, de l'opportunité, on est d'accord? Non, non. Alors, son rôle, quand on parle de lead, et c'est vrai que c'est important en termes de sémantique, c'est-à-dire une des difficultés souvent pour bien se comprendre avec les sales, là, on l'entend lead en tant que personne qui a manifesté un intérêt sur un sujet, mais qui aujourd'hui n'est pas affecté ni à un compte, ni à un owner chez nous, qui va le piloter. Exactement. Voilà. On n'est pas encore certain qu'elle a un degré d'intérêt ou de questionnement sur un sujet aussi fort qu'on est capable de construire une opportunité dessus aujourd'hui. Donc, le premier travail, c'est de consolider sa qualification. Alors je ne sais pas après tous les modèles de données qu'il y a dans Salesforce, mais dans Salesforce, aujourd'hui, un lead, on ne peut pas lui attacher un account. Alors, chez nous, structurellement, il y a un related account, on va rentrer un peu dans la mécanique Salesforce, qui nous permet quand même de rattacher ce lead. Autrement, un lead, c'est le champ société et un texte libre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hériter de toutes les données structurantes de l'account. C'est-à-dire nous, on a des équipes dédiées à gérer telle société ou telle industrie, par exemple. Mais quand, en tant qu'un lead est associé à un texte libre, on ne peut pas l'associer à une industrie, par exemple. Donc, le fait de rattacher ce related account, cette personne dans ce travail de qualification rattache un certain nombre d'autres informations pour venir le qualifier, ça permet de le faire rentrer dans des pipes business de suivi d'équipes dédiées. C'est un compte aérospace défense. OK, ça rentre dans le pipe des leads à travailler, à prendre et d'engager des tasks, des rendez-vous, des détections d'opportunités pour l'équipe en charge de l'industrie aérospace défense. Donc, ce travail du Sales Up, c'est d'abord cette qualification autour du lead, de manière à pouvoir lui donner un maximum d'éléments de qualification et de vérifier sa qualité et son niveau d'engagement pour pouvoir le mettre dans les bons pipes de manière automatisée ou semi-automatisée, les bons pipes business des différentes équipes business développement. D'accord. Donc, ce que vous appelez qualifier, la personne ne rappelle pas automatiquement. Non. La personne, c'est de la qualification de données. Plutôt sur la firmographie, etc. Exactement, tout à fait. D'accord, je comprends. Et donc ensuite, lorsque ce lead a atteint un certain scoring, avec les critères que vous avez définis, à ce moment-là, le lead peut être converti en contact et donc rattaché à un compte. Et à ce moment-là, vous enclenchez à ce moment-là l'appel en direct pour détecter opportunités, projets, etc. C'est ça? Tout à fait. Alors, souvent, dans la vraie vie, ça se passe comme ça, même si quand on l'avait maquetté, on aurait préféré que les gens le travaillent dans les statuts de lead dans Salesforce. Il y a un Sales Accepted. Et on préférerait qu'ils travaillent le lead en Sales Accepted, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un premier appel découverte à ce niveau-là, et ensuite ils convertissent. Dans la réalité des faits, ils convertissent très souvent directement en contact et ils déclenchent l'appel dans les temps qui suivent. On aimerait avoir cette étape intermédiaire pour voir un peu le taux de perte en termes de qualification d'appel. Bon, on ne l'a pas, ce n'est pas une donnée qu'on sait tracer aujourd'hui avec fiabilité, mais bon, c'est le résultat qui compte parfois aussi, donc c'est pas très grave. D'accord. Ok, très bien. Merci. Avec plaisir. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir... Ah, pardon. J'avais une question. Bonjour, c'est Sophie Duché de la société OSIM. J'avais une question un petit peu sur la mise en place des matrices de lead scoring. Comment vous l'organisez, avec ou sans, avec l'équipe l'équipe sales? Comment c'est mis en place, réfléchi par rapport à votre organisation et par rapport à Salesforce? Alors, on a défini un modèle, on a construit un modèle par défaut avec les équipes sales.
qui consiste voilà, à définir en fonction de la nature des campagnes un téléchargement sur ce que nous on appelle la thought leadership, donc un livre blanc ou étude vaut tel score, participation à un événement de telle typologie, c'est tel score. Donc on a défini des règles macro qui sont comprises et partagées à l'ensemble des équipes sales. Après, on monte des scorings propres à certaines campagnes marketing lorsqu'on déroge au processus par défaut. Ça peut nous arriver sur des études un peu dédiées, qui sont soit très awareness et beaucoup moins en fin de tunnel. On va, entre guillemets, appliquer un scoring un peu différent pour ne pas se retrouver avec trop de leads qui remontent, alors qu'on sait que là, le niveau d'engagement sur un contenu de cette nature-là n'est pas suffisant. Donc, on va adapter ce scoring. Globalement, c'est une étape qu'on aimerait travailler et les nouveaux choix technologiques devraient nous y aider. Aujourd'hui, on travaille quand même peu le scoring, je vais être franc, avec les équipes business, ça reste quelque chose de très marketing. D'accord. Oui, c'est pas simple ça. Non, c'est pas simple parce que c'est compliqué à piloter avec finesse. Et encore une fois, un des écueils que l'on a rencontré, c'est à la fois une des forces et un des écueils qu'on a avec la plateforme Eloqua là-dessus. C'est ce que je disais, c'est que la structuration des acomptes ou des leads quand on vient de les acquérir, c'est un champ de données texte. Alors, encore une fois, c'est une donnée très bête et qu'il est difficile en première intention de venir raccrocher à toute une structure d'acompte. C'est-à-dire que nous, on a des segments clients prioritaires. On veut développer telle ou telle industrie, tel ou tel secteur et d'autres, ce n'est pas notre priorité. Et donc, le profil de scoring, il est lié à la nature de la société et de l'acompte associé. Et tant que c'est un lead, on sait structurellement, c'est difficile pour nous de bien venir le rattacher à la bonne structure d'acompte correspondante pour que le scoring soit complètement pertinent. Donc, ça reste des processus très manuels. C'est pour ça que le scoring, on l'utilise d'abord dans des processus un peu plus globaux et le rôle du sales derrière pour venir affiner, avant de le construire d'une manière un peu plus fine par opération. Et c'est pour ça que finalement, on a développé ce programme un peu manuel qui consiste à dire, on construit un canevas dans le campaign manager, ça nous fait un canevas d'opération. Et quand la personne a suivi tout ça, là, on le fait remonter directement dans Salesforce. C'est l'équivalent d'un lead scoring, mais de manière sans le recalcul. Parce que c'est compliqué d'être complètement aligné avec les équipes business. Sur cette gestion des acomptes, ça reste un écueil. D'accord. Vous avez fait une sorte de programme plutôt que de mettre en place plusieurs scoring, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. On en a deux ou trois qui tournent, mais après, on n'est pas allé plus loin d'en créer des spécifiques à chaque campagne. L'effort est trop complexe, quoi. À notre stade de maturité, en tout cas. D'accord. Et le Canva, effectivement, c'est une programmation, c'est sous format programme, c'est ça? Sous forme d'un Canva, on a construit un programme qui permet, et Edjou surtout, construit un programme qui permet de faire remonter ces leads et on rajoute en fin de notre Canva, le programme remonter des leads dans Salesforce. Donc c'est la souplesse, comme ça on est vraiment, on garde et les activités correspondantes. D'accord. Merci. Avec plaisir. Ok, donc Camille, ça va être à toi. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Donc, pour ma partie, en fait, on va continuer à parler de l'app Salesforce, mais plutôt d'un point de vue technique. Donc, voir quelles sont les différentes capacités de l'app et comment on peut l'utiliser dans Eloqua. Et si on a un petit peu de temps à la fin, faire un petit point sur toutes les dernières releases qu'il y a pu avoir ces derniers mois sur l'app. Parce qu'en fait, on l'a fait quand même régulièrement évoluer. Donc, elle a été mise en place, cette app, cette intégration, je pense, il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, on l'a fait régulièrement évoluer pour s'adapter toujours au mieux avec, par exemple, des nouveautés côté Salesforce ou pour prendre en compte de nouveaux objets, des choses comme ça. Donc, au niveau de l'intégration, déjà, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez tous mis en place l'intégration avec l'app ou aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas forcément encore mis en place? Alors, côté ALD, c'est mis en place. ALD, oui. Oui, chez Alcatel-Lucent Entreprise aussi. Okay. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ah, excuse-moi.
J'allais dire, j'allais juste dire il que y a j'avais pas été le choix. expérimenté. Oui, alors après, oui, il peut ne pas y avoir le choix, tout à fait, mais cependant, ça nous arrive de rencontrer des cas où l'intégration n'a pas encore été mise en place. Elle est toujours en projet ou elle n'a pas forcément été encore mise en place. Mais oui, si on veut s'intégrer avec Salesforce, c'est la seule possibilité. Mais il y a encore des cas où, comme tu disais au début, où malgré le fait d'avoir mis l'intégration en place, bien que vous ayez mis l'intégration en place, il y a certaines filiales qui continuent à préférer des fichiers plats. Donc, il y a aussi des fois toute une problématique de réflexion sur les intégrations à mettre en place. Donc, au niveau de l'intégration, donc on a deux systèmes différents, deux systèmes, un qui est du marketing automation et l'autre du CRM. Et ces deux systèmes, ils n'ont pas forcément les mêmes bases de données, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas la même fonctionnalité. Donc, typiquement, dans le marketing automation, avec Eloqua, on va fonctionner avec une clé unique qui est la clé d'email, alors que dans le CRM, on a un modèle de données qui peut être complètement différent, on peut avoir des doublons, etc. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire communiquer ces deux entités et de manière à pouvoir avoir des campagnes qui fonctionnent bien dans l'outil de marketing automation. Donc, la première chose à mettre en place, c'est bien évidemment les imports. Donc, c'est-à-dire d'importer des contacts, des leads, des comptes, mais également des opportunités ou encore d'autres objets. Donc, importer tout ça depuis Salesforce dans Eloqua. Donc, pour avoir vraiment une base de données Eloqua qui soit la plus proche possible de la réalité. Mais ce qu'on va vouloir faire également, c'est de mettre à jour les données dans Salesforce. Donc, c'est-à-dire un contact qui a soumis un formulaire, par exemple, et qui a changé son adresse postale dans Eloqua, on va peut-être vouloir le mettre à jour dans le CRM. Ou alors quelqu'un qui s'est inscrit à un webinaire qui n'était pas dans le CRM, on va peut-être vouloir l'envoyer dans Salesforce. Donc ça, c'est fait par ce qu'on appelle des actions. Donc on a deux grosses capacités. La première qui est l'import et l'export qu'on appelle action. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais on va également un petit peu plus loin. Donc on a toute la partie réponse de campagne. En fait, les réponses de campagne, ça va permettre de synchroniser des campagnes entre Eloqua et Salesforce. Donc, par exemple, admettons qu'au marketing, vous créez une campagne d'invitation, enfin une campagne de webinaire ou un événement. On va pouvoir répliquer du coup cette campagne côté Salesforce et on va pouvoir envoyer ce qu'on appelle des statuts de campagne. Donc, par exemple, on va être capable de dire s'il y a des personnes qui se sont inscrites, si elles sont venues à l'événement ou si elles sont venues au webinaire. Et ces statuts sont transmis au CRM, ce qui fait que les forces de vente ont toutes ces informations. Ils peuvent savoir, par exemple, sur la liste des inscrits, qui s'est inscrit à l'événement, qui n'est pas inscrit, qui est venu ou qui n'est pas venu. Donc, ça permet une meilleure communication entre les forces de vente et du coup le marketing automation. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qu'on va appeler les activités marketing. Parce que là, on est plutôt sur synchroniser, on va dire, des informations de profil, donc c'est-à-dire être certain qu'on a un profil qui est à jour entre les deux outils. Mais on peut aller plus loin et également envoyer des activités marketing. Donc, par exemple, on peut envoyer une information comme un utilisateur a soumis un formulaire, il s'est inscrit à un événement, on peut envoyer toutes sortes d'activités marketing. Et le gros intérêt, c'est qu'on peut mettre en place des tasks, je ne sais pas en français, du coup, ça va être des missions, je ne sais pas comment ils le traduisent dans le CRM en français, mais du coup, on peut mettre des options pour les commerciaux, par exemple, lui dire, rappelez telle personne parce qu'elle a soumis un formulaire. Et du coup, je voulais savoir, vous avez mis en place l'intégration, est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez toutes ces capacités ou est-ce que, par exemple, vous utilisez que les imports, les actions, mais pas forcément les campagnes, les réponses de campagne ou les activités marketing? Alors, moi, je vais répondre en tout cas pour PwC, où on met en place l'ensemble justement de ces éléments et marketing activities également. Et ce qui nous permet justement, par exemple, de justement gérer les reports, comme je montrais rapidement en dernier, Ouais. sur le niveau d'engagement de nos cibles. Alors Super. pareil pour EALD, je confirme qu'on a mis en place tout ça. J'ai un petit doute sur la partie marketing activities, mais je pense que c'est le cas. OK. Et pour les autres, du coup, est-ce que pareil, vous avez tout mis en place ou est-ce que vous avez commencé par les imports, les actions? Oui. Chez nous, chez Alcatel-Lucent d'entreprise, oui. OK, super. OK.
du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour dans l'application pour voir un petit peu comment on peut paramétrer, notamment au niveau des actions, puisque les actions, en fait, on va les configurer une partie dans l'app, mais surtout, on va utiliser des programmes pour aller mettre à jour les actions. Donc, pour ça, je vais aller dans ma plateforme et il faut que je trouve le bon onglet. Donc, bien évidemment, l'application, elle est plutôt facile à utiliser. Vous la téléchargez, vous allez la retrouver du coup dans votre interface au niveau des réglages. Et du coup, à partir de cette application, on va pouvoir aller créer tous les types de connexions. Donc, vous allez pouvoir créer donc les flux entrants, c'est-à-dire programmer les imports. Elle va s'ouvrir. Mais également d'aller mettre en place toutes les autres capacités, donc c'est-à-dire les marketing activities, des choses comme ça. Donc, je vais passer très rapidement sur cette partie, puisque je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît très bien cette partie. C'est des choses que vous avez mis en place. Donc, on retrouve bien, du coup, les imports ici. On peut importer n'importe quel type de données. Alors, moi, sur mon instance, je n'ai rien activé, parce que c'est une instance de test. Mais on peut, par exemple, importer des contacts et on va avoir accès à toutes les informations. On peut choisir quelles sont les clés de mapping. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on peut rajouter un petit peu de code, du SOQL, pour faire un filtrage sur les données côté Salesforce. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt facile à mettre en place. On peut définir la priorité, gérer l'élimination des doublons. Et à partir de là, on peut vraiment synchroniser les données donc, de Salesforce dans l'outil Eloqua. Le chemin inverse, c'est l'action. Donc l'action, on peut créer plein de types d'actions. Donc ça peut être créer un lead, updater un lead ou updater un contact. Si je prends le cas d'updater un lead, on peut voir que pareil ici, on peut choisir quels sont les types d'actions qu'on va mettre en place et les champs qu'on va souhaiter synchroniser. Donc, par exemple, ici, on va aller synchroniser le lead ID et toutes les informations donc, qui sont liées au client. Et une fois que vous avez mis en place, donc l'import, lui, on peut le programmer à heure spécifique, dire, par exemple, je veux le programmer à une fréquence spécifique. Les actions, c'est différent, parce que les actions, elles vont se déclencher suite à une action que vous avez choisie. Et donc, pour ça, on va utiliser les programmes. Donc là, on n'est plus dans les campagnes, on utilise vraiment la notion de programme dans Eloqua pour aller déclencher automatiquement la mise à jour donc d'un lead dans le CRM. Donc, si je prends ici un programme spécifique, ici, ce que je fais, c'est que j'ai des écoutes, mais je peux utiliser également des segments. Et par exemple, dans mon écoute, je vais aller regarder, donc mon écoute, ça peut être un formulaire qui a été soumis, ça peut être un modèle de lead score aussi qui a évolué. Donc, par exemple, un lead, il est passé de A3 à A2, il a augmenté, oui, A3 à A2. Donc, on va pouvoir écouter plein de sources différentes. Donc, par exemple, des modèles de scoring, des modifications de champs ou la création d'un nouveau contact. Alors, dans le cas de l'intégration avec le CRM, ce ne serait pas une très bonne idée d'aller mettre cette option. Mais en tout cas, on va pouvoir mettre des options. Et pareil, on peut faire venir des personnes de campagne parce qu'on peut faire des liens entre les programmes et les campagnes ou entre les processing steps des formulaires et directement les programmes. Et l'idée, c'est que sur une action spécifique, admettons un utilisateur qui s'est inscrit à un webinaire, automatiquement, je vais l'ajouter à mon programme de mise à jour. Donc, ce que je fais ici, c'est que je regarde si mon lead, déjà, il existe ou non. Donc, est-ce qu'il y a un lead ID qui est créé, enfin, qui existe au niveau du contact? S'il n'y a pas de lead ID, automatiquement, je vais créer mon lead ID. Je vais créer mon lead. Et s'il y a un lead ID, je vais simplement updater mon lead. Et également, après, on peut aller regarder pour updater le contact. Donc, la bonne pratique, c'est qu'effectivement, on ne va pas créer de contact dans le CRM, hein, c'est pas une bonne pratique. On va plutôt créer des leads dans le CRM ou créer ou updater des contacts. Donc le gros intérêt de l'application, c'est qu'on peut monitorer très finement les erreurs. Je pense que ça doit être quelque chose que vous utilisez aujourd'hui. Donc d'être capable du coup de monitorer les erreurs automatiquement s'il y a des personnes qui sont pour qui la synchronisation ne marche pas. On peut les ajouter donc dans une étape. Donc ici, c'est mon étape de erreur création de lead. Et automatiquement, la personne va être stockée ici 30 jours ou je pourrais l'ajouter peut-être à une liste partagée ou n'importe quel type d'option. Donc, le gros intérêt, c'est que c'est quand même très facile à configurer, aucun code nécessaire, donc c'est plutôt rapide à mettre en place.
Donc ça, c'est pour la partie donc, action. Ce que vous allez pouvoir faire du coup également, c'est toute la partie campagne, où on peut programmer du coup les actions de campagne, les imports de campagne et les actions de réponse. Et du coup, ça c'est pareil, ça va fonctionner donc avec des programmes toujours. Où là, on va utiliser une autre partie de l'application qui est la réponse aux campagnes. Donc pareil, on a toujours un listener, donc on va toujours écouter ce qui se passe. Et si quelqu'un donc a répondu à une campagne, automatiquement, je peux envoyer l'information dans le CRM. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez mis en place, et vous avez tous mis en place, que c'est basé aujourd'hui sur les règles de réponse aux campagnes, qui est une très vieille interface Eloqua, mais qui permet du coup de mettre des scores en fonction de l'importance des événements. Donc par exemple, ma priorité pour moi, c'est une personne qui est venue à un webinaire ou qui est venue à un événement. La priorité 3, ça va être quelqu'un qui s'est enregistré à un webinaire. Donc, on peut choisir vraiment les types de priorités en fonction de notre business et du coup de pouvoir choisir un statut de réponse côté Salesforce qui sera synchronisé dans Salesforce par la suite. Est-ce que ça, c'est pareil, du coup, voilà, c'est des choses que vous utilisez aujourd'hui au quotidien? Bonjour, c'est Zahid de PwC, Company Manager. On a utilisé, c'est un de process, mais on a trouvé un peu de problème. Du coup, on a contourné, utilisé la méthode nous, parce que le souci sur cette technologie de campagne réponse, on a trouvé que si une campagne qui n'est pas vraiment synchronisée avec Salesforce, parfois quand on montait les contacts ou leads, il va nous donner une erreur. C'est pour ça qu'on a utilisé l'autre méthode pour faire ce genre de choses, qui a signalé CM, qui a participé que les webcasts, qui a téléchargé les documents, etc. Mais pas utiliser cette campagne réponse en global, parce que je sais que dès qu'on a déclenché cette campagne réponse, ça c'est pour tous les contacts dans les locaux. On n'a pas difficile de trouver une fit pour dire c'est pas comme dans une campagne Cadence ou campagne programme. On fit, voilà, je fais cette campagne réponse pour quel territoire de campagne ou pour quelle industrie de campagne, quel type de campagne, etc. Dès que je trouve, on a testé que dès que j'ai déclenché cette campagne réponse, ça a déclenché tous les contacts. D'accord, tous les contacts. Et vous avez essayé sinon de mettre un filtre peut-être en amont, peut-être dans le programme? Oui, on a mis une filtre en amont et on a trouvé une autre problème. Si cette campagne qui déclenche à tous les campagnes dans le quoi, si c'est la campagne, il n'est pas synchronisé avec CRM, et il va nous donner quand même une réponse de faute, etc. On est en train d'analyser comment on peut résoudre ce problème-là. D'accord, ok. Parce qu'après, c'est vrai que l'intérêt, c'est que ça permet aux commerciaux, on va dire, de retrouver facilement les informations au niveau des campagnes, quand ils sont dans le CRM, de pouvoir voir facilement quelle personne est inscrite, pas inscrite. Mais en tout cas, c'est un point très intéressant, effectivement, par rapport aux règles de réponse, qu'effectivement, ça touche tous les contacts et du coup, faut gérer les filtres, il faut bien vérifier que les campagnes soient bien synchronisées pour que ça fonctionne sans souci. Oui. Et également, du coup, donc ça, on a vu la partie campagne. Il y a également toute la partie aussi activité marketing. Donc là où on peut envoyer des informations. Donc par exemple, un email qui a été ouvert, on peut envoyer l'information à un commercial. Donc bon, effectivement, on va peut-être pas envoyer une notification à un commercial à chaque fois qu'une personne ouvre un email, mais par contre, ça peut être intéressant pour un formulaire qui a été soumis ou une personne qui s'enregistre à un événement de pouvoir envoyer l'information. Et après, le gros intérêt, c'est que du coup, on peut ajouter, donc, par exemple, ce qu'on appelle les tasks. Donc, effectivement, pour notifier un sales d'une action à compléter sur la personne. Donc, voilà le gros fonctionnement de l'app. L'intérêt aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser différents Salesforce, donc différentes intégrations Salesforce avec votre instance Eloqua. Donc, alors nous, on préconise de ne pas dépasser 3 ou 4, parce qu'après, ça devient quand même plus compliqué à gérer au quotidien. Ce n'est pas un problème technique, on va dire, c'est plus un problème après ça fait beaucoup de flux à gérer.
et notamment au niveau des priorités. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez intégrer plusieurs instances Salesforce à une seule et même instance Eloqua. Donc ça, c'est très bien dans le cas où on est le cadre où vous faites du multi-pays, où vous avez des pays qui peuvent utiliser des CRM différents. Et également, dernier point, c'est qu'en termes de notification et de gestion des rapports, tout est très, très bien documenté. On peut retrouver, est-ce qu'il y a eu des erreurs, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu une erreur, pourquoi il y a eu une erreur. Donc là-dessus, on retrouve vraiment toutes les informations. Donc, ce qui permet voilà, de facilement pouvoir mettre en place, de vérifier ce qui se passe. Donc, voilà pour le fonctionnement global de l'app. Donc, elle évolue, comme je le disais au début, c'est une app qui évolue quasiment chaque trimestre. Hein. Au niveau de chaque release, on ajoute des petites fonctionnalités. Donc, on va dire que le gros de l'intégration, il est déjà fait maintenant. Mais par contre, on ajoute, voilà, chaque trimestre, on ajoute quelques nouvelles fonctionnalités. Et est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie? Sinon, dans une deuxième partie, je voudrais vous montrer les quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées depuis ce début d'année. Non, du coup, on peut peut-être passer voilà, aux fonctionnalités. Alors, je vais repasser sur mon PowerPoint. Donc, en termes de nouvelles fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au niveau de la 21A, pas dans la 21B qui vient d'être releasée. Mais au niveau de la 21A, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, qui ont été rajoutées à l'application. C'est vraiment surtout au niveau de l'amélioration de l'expérience utilisateur, donc de faire en sorte que ce soit plus facile à intégrer et de corriger certains petits bugs qu'il pouvait y avoir ou des choses qui n'étaient pas forcément intuitives ou faciles à utiliser. Donc, la première update qui a été faite, c'est au niveau des réponses de campagne, au niveau du mapping. Donc, on applique un mapping par défaut, donc qui est plus facile à utiliser. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure expérience et d'améliorer l'efficacité du réglage de campagne de réponse. Donc ça, c'est la première nouveauté qui a été mise en place donc sur les réponses de campagne. Ce qu'on a également ajouté au niveau des réponses de campagne, c'est la possibilité de pouvoir automatiquement router les leads vers une étape d'erreur. Donc les leads, les réponses de campagne qui n'avaient pas d'ID, on va pouvoir les router vers un chemin en erreur. Donc pour pouvoir retrouver les informations. Donc au final, ça retouche peut-être un petit peu le sujet qu'on avait évoqué tout à l'heure sur les problèmes qu'on rencontrait dans les règles de réponse. En tout cas, on arrive à monitorer les informations. Et du coup, on peut trouver pourquoi il y a eu des problèmes dans les réponses de campagne. Également, un petit changement au niveau des messages d'erreur. Donc, on a updaté un petit peu les messages d'erreur pour donner un petit peu plus de précision et notamment sur une erreur qui arrive régulièrement qui est une Unable to Lockdown Row. Donc, du coup, on a updaté des informations pour qu'on puisse avoir plus de détails. Alors, celle-ci, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est simplement Salesforce qui nous a demandé de changer le nom de Salesforce.com à Salesforce. Donc, bon, pas une énorme mise à jour. Celle-ci, elle est assez intéressante parce qu'en fait, ça va être au niveau des updates qui utilisent les objets. Parce qu'effectivement, on peut updater quand on utilise une action. On peut faire une action donc, qui utilise des informations de compte et de contact, mais on peut également updater des CDO. Donc, par exemple, on peut updater un CDO dans une fiche contact côté Salesforce ou même dans un objet customisé côté Salesforce. Et donc là, il y a une première avancée qui a été faite de ce côté-là, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel champ Eloqua pour le mapping. Donc ça, c'est une première amélioration, mais surtout, et c'est celle qui est le plus intéressant, c'est qu'on est capable de supporter plus de types de champs. Donc avant, je crois qu'il n'y avait que des informations type texte, et maintenant, on peut utiliser des informations type monnaie, les dates, des choses comme ça. Donc, ça permet d'avoir une meilleure intégration entre Eloqua et le CRM, puisqu'on respecte vraiment des critères de champ, des formats de champ spécifiques. Également, une petite nouveauté qui peut être pas mal, c'est qu'on va faire du splitting au niveau de l'intégration des imports. C'est par exemple, si vous avez une adresse qui est séparée en 3,
avec ligne 1, ligne 2, ligne 3, automatiquement, on va pouvoir splitter l'information et pouvoir aller récupérer les informations et pouvoir mapper automatiquement les informations dans le bon champ. Donc ça, c'est assez pratique pour mettre à jour les informations. Si dans un système, on a qui est tout sur une ligne et dans un autre système, c'est sur 2 ou 3 lignes, bah, au moins, on peut arriver à mettre ça en place. Et la dernière fonctionnalité, alors celle-ci, je ne l'ai pas trop testée, mais c'est... alors actuellement, on avait des create et update, et on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle upsert, donc qui est un mélange de création et d'update, parce que du coup, au sein de la même action, on peut à la fois, par exemple, créer un lead ou updater un contact. Donc ça permet de limiter, par exemple, le nombre d'actions à créer, cette fonctionnalité upsert. Donc voilà pour les nouveautés. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment on va dire du tuning un petit peu, on affine un petit peu les capacités de l'app par rapport à ce qui était déjà existant. Mais on va dire que le gros de l'application est déjà créé. Mais voilà, chaque trimestre, on rajoute des petites fonctionnalités pour essayer de mapper toujours au mieux avec le modèle de données de Salesforce ou avec les types de champs ou les différentes fonctionnalités du CRM. Voilà pour ce qui a été en 21A. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, il n'y a rien eu en 21B. Normalement, il devrait y avoir des petites releases sur la 21C et la 21D. Je n'ai pas encore le détail, malheureusement, de l'information, mais quand ce sera disponible, on pourra échanger sur le sujet si jamais vous avez des questions sur cette partie. Donc, voilà pour la présentation des dernières nouveautés. Si vous avez des questions sur l'application, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, Camille, mais qui est d'un ordre un petit peu plus général. Je voulais savoir si tu savais comment étaient priorisées les demandes d'évolution. Alors, tu veux dire une demande d'évolution qui a été mise, par exemple, dans le Dream It, des choses comme ça ou Oui, alors j'imagine qu'il y a plusieurs sources de demandes d'évolution, simplement via notre account manager ou des choses comme ça. Mais comment que ça rentre dans un pipe, comment c'est géré? C'est géré aux US uniquement? Est-ce qu'il y a des instances où on décide, non, ça c'est pas important, ça c'est important? Alors, déjà, on est sur du SaaS, donc on va dire que tout le monde a la même version. Il n'y a pas de notion de, OK, telle personne, on va mettre cette fonctionnalité ou pas telle autre instance. Donc, c'est vraiment un développement qui est global. Si on fait une nouvelle fonctionnalité, elle est déployée pour l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des instances. Donc, après, dans le fonctionnement, il y a plusieurs possibilités. Donc, en général, les product managers, ils vont réfléchir donc, à des fonctionnalités. Ils vont les tester souvent. Alors, on va prendre le cas, par exemple, de l'app Salesforce avant que le projet ait été lancé. Donc, en fait, les product managers réfléchissent à l'intégration, ils vont travailler sur quelque chose. Donc, en général, c'est un genre de POC. Et après, on a un programme d'early adopter. Donc, en général, c'est des listes de clients avec qui, en général, on travaille depuis assez longtemps, qui acceptent d'être early adopter sur le produit pour le tester, par exemple, pendant quelques mois et dire, alors attention, ça, c'est très pratique, mais ça, c'est pas du tout pratique, ou il faudrait redévelopper ça. Donc, en fait, les fonctionnalités sont en général développées quand même avec des clients. Donc, on développe nos fonctionnalités comme ça. Suite à ça, le produit, on va dire, l'application est lancée. Donc, elle est mise en statut au début réduit, ce qu'on appelle la control availability. Puis après, elle est mise pour tout le monde. Puis après, il y a des mises à jour. Donc là, les mises à jour, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est fait à la demande des clients. Donc, par exemple, ça peut être un point critique. Donc, par exemple, s'il y a un client qui a un point vraiment critique, il nous dit, là, mon business est bloqué parce que je ne peux pas faire ça. Donc, il faut que ça remonte. Effectivement, il y a des SR, il faut que ça remonte avec le compte manager, le CSM si on a un. Et donc là, on peut mettre en place une action auprès des product managers pour faire mettre en place quelque chose dans la roadmap très rapidement. On va dire ça, c'est uniquement s'il y a un problème qui est vraiment très, très critique. Sinon, il y a d'autres possibilités, et notamment sur Topliner, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle les Dream It. Donc, en fait, on crée une fonctionnalité, on dit, moi, j'aimerais bien que dans l'intégration CRM, il y ait telle fonctionnalité. Et à partir de ça, les gens peuvent voter. Les gens peuvent dire, oui, moi, ça m'intéresse aussi, moi aussi. Et c'est ce qui fait que des fois, on a des fonctionnalités qui sont repriorisées
parce qu'elles ont beaucoup de votes sur la fonctionnalité de Remit. Donc, ça veut dire que c'est très important pour nos product managers, parce que c'est important pour vous. Et à partir de là, on repriorise des informations. D'accord. C'est clair, merci. D'autres questions avant qu'on passe à notre échange? Camille, tu as été tout à fait claire alors. Du coup, je vais repartager mon écran parce que pour le quart d'heure qui nous reste, je vous propose qu'on soit en mode un petit peu plus discussion ouverte. Si, je ne sais pas, si l'un d'entre nous a une problématique quelconque qu'il voudrait soumettre aux autres membres de la communauté ou à Camille, parce que Camille, tu restes encore un peu avec nous? Oui, je reste jusqu'à 12h30 avec vous. C'est ça. Ouais, de toute façon, ça se termine vers 12h30. Si vous avez des, je sais pas, des pensées particulières sur l'intégration à nous échanger, voilà. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, justement. Il y a une question, donc, avez-vous rencontré des difficultés particulières? Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Si jamais, quand vous avez mis en place les intégrations, il y a des choses qui n'ont pas marché, ou il y a des choses qui vous avaient l'air un petit peu difficiles, ou des points manquants. Si aujourd'hui, vous voyez des points qui vous semblent évidents, qui sont manquants, n'hésitez pas à les partager. Moi, je parle régulièrement avec les product managers, donc je peux leur en parler et on peut essayer d'avancer sur certains points. Moi, j'avais peut-être c'est Jean-Paul, j'avais peut-être une question. Alors, c'est indirectement lié au connecteur Salesforce, mais c'est aujourd'hui, dans Eloqua, il y a un module de gestion des événements. Ah oui. Très, très empirique, dirons-nous. Donc qui amène, je pense, enfin j'imagine beaucoup d'entre nous sont confrontés au fait avec évidemment la place qu'occupe aujourd'hui le digital et le confinement à repenser leur stratégie. Est-ce que c'est dans une roadmap de le revisiter ou pas, ou c'est maintenant un parti pris de le laisser mourir de sa belle mort avec une logique uniquement de passer sur des outils externes avec des connecteurs? Voilà. Qu'est-ce qu'il en était de cette question-là? Parce que c'est vrai que dans les éléments forts en termes d'engagement, évidemment, quand quelqu'un participe à un événement et donc il va remonter cette information dans Salesforce, c'est un élément à forte valeur. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on avait ce module d'événement qui a dû être créé, je pense, en 2010, quelque chose comme ça, et qui n'a pas réévolué depuis, donc avec un look qui fait peur, hein, on va pas se mentir. Mais il est puissant, hein, quand on peut l'utiliser, il fait des choses, mais voilà, à utiliser, c'est réverbatif. Donc pendant longtemps, la stratégie d'Oracle, c'était de ne pas continuer à le faire évoluer, parce qu'aujourd'hui, il y a des partenaires qui font ça et qui font ça très bien. On a des partenaires qui sont spécialisés donc, dans la gestion d'événements. Et du coup, l'idée, c'était plutôt de se dire, au travers du Canva de campagne, de créer des intégrations avec des partenaires dont c'est le métier. Puisqu'au final, la gestion d'événements, ça reste un métier qui n'est pas forcément le cœur du marketing automation. Donc, l'idée, pendant longtemps, voilà, c'était plutôt de déléguer cette partie-là à d'autres partenaires qui savent faire ça très bien et nous, de faire en sorte qu'on va très bien s'intégrer avec ces partenaires pour la gestion d'événements. Cela dit, j'ai reposé la question au product manager le mois dernier, puisque tous les 6 mois, on a ce qu'on appelle des product council où on fait les points sur la roadmap, ce qu'on aimerait bien voir. Et on a posé la question sur le module event. Alors, normalement, tous les 6 mois, ils nous disaient, non, on ne va pas le faire évoluer. Et là, alors, bon, c'est vraiment un safe harbor, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais vraiment un safe harbor, ce qu'on appelle, il n'y a rien, enfin, chez nous, en gros, il n'y a rien de confirmé. Mais une information que j'ai eu des product managers, c'est qu'en interne, nous, on est en train de développer justement un module d'événements, et ce module d'événements pourrait du coup être utilisé par Eloqua. Enfin, il pourrait être soit dans Eloqua, soit ce serait un remplacement du module Eloqua. Donc, clairement, à date, il n'y a pas de remplacement. Okay. Mais dans la roadmap, à quelle date? Est-ce que ce sera fin d'année, début d'année prochaine? Il est très possible, encore une fois, avec des guillemets, des parenthèses et tout ce qu'on veut, mais il est très possible qu'à un certain point, le module d'événement soit upgradé vers d'autres possibilités. Sachant qu'aujourd'hui, on l'a quand même laissé dans la plateforme, même parce qu'il y a certains de nos clients qui continuent à l'utiliser. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée qui l'utilise, mais en tout cas, apparemment, on a certains clients qui continuent à l'utiliser, ce qui fait qu'on ne l'a pas retiré pour le moment de la plateforme. Mais il va peut-être être upgradé. D'accord, ok, merci.
Bon, sinon, au niveau difficulté, Camille, tu connais déjà la grande difficulté chez ALD, mais je suis sûre qu'on n'est pas du tout les seuls à avoir rencontré cette problématique-là. Situé au niveau de l'unicité de l'email, qui est, comme tu le disais tout à l'heure, Salesforce et le CRM est account-centric. Eloqua est contact-centrique, donc on a eu beaucoup de mal à faire quelque chose de propre et enfin pour pas tomber dans l'usine à gaz. Bon, aujourd'hui ça marche plutôt pas mal, excepté sur les contrats, mais c'est vraiment dû à notre modèle de données dans Salesforce. Donc voilà, on est encore dessus sur la partie intégration avec les contrats. C'est vrai qu'on a pas mal de difficultés là-dessus. Et l'origine de ce problème-là, c'est la multiplicité des emails dans Salesforce. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un vrai point aujourd'hui qui a déjà été remonté et dont nous, les product managers, ont conscience. Mais effectivement, la multiplicité des adresses email dans le CRM, le multi-contrat peut faire en sorte que des fois, mettre en place une intégration, ce n'est pas forcément évident parce que si on charge un contrat dans un CDO, après, dans le CDO, on va utiliser le dernier contrat. Donc, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Il faut vraiment bien réfléchir le modèle de données. Donc, on arrive en général à faire des choses, mais ça nécessite des fois de bien creuser en amont comment on veut intégrer, est-ce qu'on a besoin de toutes les données, quel type de contrat on veut récupérer. Il y a pas mal de choses à réfléchir. Oui, de toute façon, c'est un problème trop complexe pour qu'on essaie de trouver une solution ici. Mais simplement, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient rencontré ce même type de difficultés. Oui, forcément, hein, c'est complexe. Je sais pas s'il y a de schéma. Il y aura un jour un schéma simple pour gérer cette question-là, quoi. Ouais, ce serait bien. Ça nous simplifierait à plein d'égards la vie, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'avais peut-être une question complémentaire, parce que c'est une problématique. Alors, j'anticipe aussi un petit peu sur une évolution là que j'évoquais à demi-mot sur ce qu'on est en train de prendre. C'est évidemment la partie de la gestion et la structuration des acomptes dans côté Eloqua. Et tout particulièrement dans cette phase où on est en pure acquisition de leads depuis le digital. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont développé des technologies pour justement s'assurer que le champ à compte ne soit pas un champ libre, mais soit bien rattaché à des données qui sont présentes dans Eloqua? Est-ce que vous avez développé des mécaniques de ce type-là pour que pour l'utilisateur, quand il saisit ces informations, il soit directement rattaché à une structure d'acompte et non pas, encore une fois, un texte libre? Ou est-ce que ce n'est pas une problématique que vous avez chez vous dans votre business? Moi, je ne suis pas très sûre parce que je travaille plus sur, de très près en tout cas, sur Eloqua. Je pense que comme toi, Jean-Paul, on est en mode texte libre, mais on a dû mettre en place une mécanique derrière côté Salesforce, je pense. Et je suis pas du tout sûre. Je n'ai pas les bonnes personnes à côté de moi pour te confirmer. Mais je pourrais regarder plus tard si tu veux. Ah ben, volontiers. Parce que c'est vrai que dans une logique où demain on veut renforcer nous les orientations ABM, c'est important que sur nos leads acquis, justement, on ait bien côté Eloqua cette bonne lecture avec les acomptes pour pouvoir bénéficier de l'ABM, quoi. Mais moi, je me demande si on ne ferait pas à la rentrée une session dédiée ABM parce que j'ai l'impression que, enfin en tout cas chez LD, nous, on n'est pas du tout avancé là-dessus et on aimerait bien. Donc, effectivement, ça peut être un sujet intéressant pour la rentrée. Très preneur. Alors, chez Alcatel-Lucent, effectivement, on est en champ libre. Hein. Et ensuite, effectivement, c'est qualifié, donc mise à jour par les agents et après converti et rattaché au compte. Ouais, d'accord. Mais du coup, ça utilise le vrai champ nom de compagnie ou du coup, ça utilise un champ temporaire? Par exemple, sur un formulaire, une personne va mettre le nom de sa société. Est-ce que, par exemple, on met un nom de société, admettons que la personne, du coup, elle se trompe, enfin, elle fasse une faute d'orthographe sur la société et qu'on ne veut pas que ça crée, du coup, la société dans Salesforce. Est-ce que tu utilises un autre champ que le champ de nom de compte?
Non, on utilise le champ de compte. Alors nous, c'est un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un formulaire qui est rempli, il y a automatiquement une qualification qui est faite après, puisqu'il y a une notification qui part vers les agents. Donc ensuite, ils vérifient la fiche contact, si c'est déjà un contact qui est créé, et ils mettent à jour. Et si c'est un lead, ben, ils vérifient, puis après ils le convertissent. Donc normalement, c'est mis à jour. Mais c'est vrai que ça reste quand même, je comprends la problématique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un champ libre. Ouais. Ouais. Après, côté Eloqua, il y a des possibilités, mais je pense qu'elles peuvent être assez peut-être chronophages, mais ce serait d'utiliser des update rules et d'utiliser la washing machine ou des update rules pour déjà peut-être cleaner des informations ou peut-être utiliser par exemple la washing machine pour cleaner l'adresse email. Donc par exemple, s'il y a le nom de domaine, on pourrait imaginer récupérer le nom de domaine et utiliser ça dans une table de correspondance pour être certain qu'on matche bien le bon nom de société. Si la personne a rentré une société bidon ou elle a rentré ou elle s'est trompée. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Mais bon, ça nécessiterait un petit peu de travail, mais ça peut être intéressant peut-être à mettre en place, de voir ce que ça donne, d'extraire le nom de domaine de l'adresse email et d'avoir une table de correspondance après. Oui, si on gère que des exceptions, c'est évidemment beaucoup plus simple. Et je suis intéressé, voilà, de creuser cette question-là, parce que voilà, évidemment, encore une fois, dans une stratégie ABM, ça va être d'autant plus crucial. Et plus on automatise cette gestion, évidemment, plus on gagne en efficacité, quoi. Un autre point qui peut peut-être aider, c'est d'utiliser, alors je ne sais pas si les utilisateurs le font forcément, mais je pense au LinkedIn autofill sur les landing pages. Donc par exemple, d'utiliser le bouton LinkedIn autofill pour récupérer automatiquement des informations, c'est-à-dire qu'on aura le bon nom de société, là ce sera des informations qui seront peut-être plus claires. Après, le problème, c'est que les gens n'utilisent pas forcément cette information, et au-delà de ça, c'est qu'ils vont s'inscrire avec leur email personnel. Alors là, oui, voilà, j'allais dire, pour créer des doublons d'email, enfin pas des doublons, mais voilà. des duplicates de contacts en eux-mêmes. C'est vrai qu'on va être beaucoup sur les adresses perso, quoi. Ouais, nous on le fait sur l'Asie, puisque effectivement, ils ont vraiment tendance à utiliser plutôt leur adresse perso. Mais on le fait pas sur les autres régions. D'accord. Mais sinon, c'est vrai que c'est pratique, hein. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, du coup. Est-ce que tu as une idée, par exemple, du nombre de personnes qui vont utiliser le LinkedIn autofill? Est-ce que c'est peut-être 10% des gens ou... Sur l'Asie, oui, alors pour être tout à fait honnête, on le fait moins aujourd'hui, mais on l'a fait l'autofill, mais uniquement sur l'Asie. Et voilà, ça fonctionnait bien, mais c'est vrai que ça crée quand même des doublons. Voilà, après, quand on fait des campagnes LinkedIn avec le formulaire LinkedIn, là aussi, on récupère des datas avec l'adresse email. Et là, effectivement, c'est pareil, on fait une analyse pour savoir si notre contact avec les autres données match avec des contacts existants. Et puis, on le qualifie et on voit. On essaye d'éviter les emails perso, bien sûr. Ok. Sinon, sur la partie GDPR, chez nous, c'était plutôt au contraire une chance d'avoir eu l'intégration avec Salesforce. Ça nous a beaucoup accéléré on va dire la centralisation de notre consentement entre les deux systèmes. Ça a été vraiment bien fait grâce à cette intégration. Ça a été facilité. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des sujets sur la partie GDPR, mais chez nous, pas de difficulté particulière, au contraire. OK, bon, si on n'a pas d'autres sujets, on va conclure.
Donc, je vais vous donner quelques petites informations. Je vous avais parlé d'une sandbox. Donc, j'ai demandé à Oracle et ce n'est pas possible d'en avoir une pour la communauté. Donc, à moins d'utiliser une sandbox client, on ne pourra pas faire de tests. Je vous avais aussi parlé d'un groupe Topliner privé. Là, c'est pareil, il y a eu des changements dans les règles de création de groupe dans Topliner. Donc, je sais que dans le temps, c'était possible de créer des groupes privés. Là, ce n'est plus le cas. Donc, je ne sais pas si ça va changer ou pas. Mais en tout cas, à ce jour, ce n'est plus le cas. Du coup, j'avais pensé à, j'ai discuté avec Reply qui m'a suggéré de créer un groupe LinkedIn privé. Donc, si ça vous intéresse, on pourra toujours. Le but, c'est d'échanger entre deux séances. Voilà, d'échanger entre nous, entre deux webinars, parce que quelquefois, il se passe un petit peu de temps. Donc, si ça intéresse la majorité d'entre nous, je créerai ce groupe. Prochain rendez-vous, alors, ce sera dédié à l'intégration des locaux avec MS Dynamics, mais bien évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous avez Salesforce comme chez nous à ALD, vous êtes les bienvenus aussi, ne serait-ce que pour voir voilà, s'il y a des grosses différences entre les deux intégrations. Puis éventuellement, si on a le temps, on aura peut-être aussi une session d'échange. Et le rendez-vous suivant, donc le rendez-vous habituel, normalement, devrait tomber début août. Je pense que je ne suis pas la seule à dire que je ne serai pas là. Du coup, ce que je vous propose, c'est de décaler à septembre et d'en faire de suite, début septembre et début octobre, pour nos rendez-vous réguliers. Voilà. Ben, merci à tous. Merci Jean-Paul, merci Camille, merci à tous. Et puis, on se retrouve après l'été.